On va en parler justice. En tout début de ce journal, les tout derniers hauts magistrats nommés ont prêté serment ce mercredi devant le président de la République au cours d'une cérémonie organisée au Palais de la Nation. Et Christophe Lutundula est revenu à la charge au cours d'une réunion de l'UA sur la question de l'agression de la RDC rapportée par les experts de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à l'organisation africaine de faire la pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'examen du dit rapport. Les autorités du Kwilu ont annoncé la suspension du trafic entre Bandundu et Kinshasa sur la route nationale numéro 17, prise pour cible par des hommes armés à la suite des conflits interethniques entre Yaka et Teke à Kwamut. Et puis au Niger, le bilan des pluies qui s'abattent sur le pays continue de grimper. 82 personnes sont mortes entre juillet et le mois d'août. Les autorités ont appelé la population à quitter les zones inondables. Bienvenue à vous tous à la une de l'actualité. De hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et certains de sièges ainsi que les membres de la Cour des comptes ont tous prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État. Ils font partie des derniers réaménagements opérés par Félix Antoine Tshisekedi. Grace Salambo était sur place. C'est une cérémonie solennelle qui a duré près de 4 heures. Tour à tour, les heureux promus à la Cour de cassation, Conseil d'État et Cour de comptes ont juré devant le chef de l'État et magistrat suprême Félix Tshisekedi de respecter la Constitution et les lois de la République et de remplir fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur ont été confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général de la Cour de cassation. Ces hauts magistrats sont appelés à veiller à la consolidation de l'état de droit. À la Cour de cause, nous faisons que le contrôle. Les deux types de contrôle, juridictionnel et non juridictionnel. Et surtout avec la prestation de serment, dont nous allons faire fonctionner les juridictions. Juger les auteurs de fautes de gestion. Ceux-là qui pillent ce pays, qui appauvrissent la population congolaise. Nous allons les juger. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du président de la République de poursuivre inlassablement les réformes au sein de l'appareil judiciaire. Et c'est l'affaire qui éclabousse la vie politique congolaise, l'augmentation des émoluments des élus nationaux révélés par l'opposant Martin Fayulu. Si pour l'heure, aucun élu n'a démenti noir sur blanc les propos du président national de l'ESID, l'ONG ACAJ a, elle, exigé au bureau de l'Assemblée nationale de publier les émoluments mensuels des députés nationaux. Dans ce récit, l'ensemble des réactions de la classe politique congolaise. L'affaire est considérée comme le plus grand scandale financier du gouvernement Samalou Condé. Selon Martin Fayulu, qui fait la dénonciation, il est inacceptable que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois, soit 15 fois plus qu'un professeur d'université, 3 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Pour le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements ESID, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, cette augmentation représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions de dollars américains de 2022 à février 2024, date à laquelle prendra fin le mandat des députés nationaux, avant de conclure que c'est de la pure corruption à la grande échelle de la gabegie et pillage éhonté des finances publiques, exigeant l'ouverture d'une enquête et la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Martin Fayulu est rejoint dans cette affaire par l'élu des Luisa, Deli Sesanga, qui estime que la rémunération plus les avantages invisibles des élus en République démocratique du Congo pourraient atteindre 21 000 $ américains. À ces sujets, le seul son de cloche contraire
est venue du collectif des députés des 26 provinces qui dément les propos de Martin Fayulu. Et l'agression de la RDC par le Rwanda était au cœur d'une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA à laquelle a pris part le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula par visioconférence. Une occasion pour le chef de la diplomatie congolaise d'inviter l'institution panafricaine à faire pression sur le Conseil de sécurité pour l'examen du rapport des experts de l'ONU. La RDC a demandé officiellement à l'Union africaine d'appuyer sa démarche auprès du président du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'obtenir l'examen du rapport des experts des Nations Unies sur l'agression rwandaise. C'est Christophe Lutundula qui l'a dit au cours de la réunion virtuelle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue ce mercredi. Kinshasa affirme qu'elle est sous embargo et demande le soutien de l'UA. La RDC apprécie beaucoup l'implication active de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la CEAC, de la SADC dans la solution de cette énième crise sécuritaire que lui impose le M23 et ses parrains dans le seul but de freiner son développement et de piller les fabuleuses ressources naturelles. Il était question au cours de cette réunion de faire le tour d'horizon sur la situation dans l'Est en général et de discuter avec les protagonistes. 10 intervenants ont pris la parole dans le pays concerné par la crise. Il s'agit notamment de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Kenya, de l'Angola, du Burundi, de la MONUSCO ainsi que du représentant du secrétariat de la SADC. Tenu en distanciel, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris part à cette réunion qui devrait se clôturer par l'examen et adoption de recommandations finales. Et dans l'actualité également, la route nationale numéro 17 est prise pour cible par les partis au conflit dans la tension entre les Yaka et les Téké. Les autorités provinciales du Kwilu ont rapporté des cas d'attaque des passagers par des hommes armés avant de décider de suspendre le trafic sur le tronçon. Mardi, au village Kambankou, au moins 5 personnes ont été tuées dans ce conflit. À la fonction publique, l'accord signé le 2 novembre 2021 est sous évaluation depuis mardi. La mise en œuvre des résolutions de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales de l'INAP va être évaluée durant 3 jours à l'hôtel Sultani. Le lancement des travaux a été effectué par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. 2 novembre 2021 marque la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales de l'INAP. Les résolutions, fruits de cet accord, ont été exécutées par le gouvernement congolais pour l'amélioration du social des fonctionnaires de l'État. Et en marge de l'ouverture des travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord de Bibois, le président de l'INAP, Fidèle Kiyongi, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement congolais pour la volonté politique affichée dans la mise en œuvre des résolutions. Dans la série, il y a lieu de relever ce qui suit. La concrétisation du seuil convenu entre parties à Bibois 2 du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais pour l'huissier au deuxième trimestre 2022. Le rabattement de l'hyper de 15 à 3% a été effectif. Pragmatique, soucieux d'exécuter la vision du chef de l'État qui prône le bien-être des fonctionnaires, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de continuer l'œuvre déjà débutée dans la prise en charge des désidérata présentée par l'intersyndicale de l'administration publique. Il importe de souligner que ce dialogue social qui, au fond, traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République, permet de saisir les taureaux par les cornes.
Santé. Jean-Jacques Mbungani s'est dit très satisfait du bilan de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie initiée par la Fondation Christine Bahati avec son partenaire de la Fondation Elena Baraker. Il a fait savoir à l'occasion de sa visite effectuée le samedi dernier au centre hospitalier Moncolé. Le numéro 1 de la santé en RDC, Dr Jean-Jacques Mbungani, a effectué ce samedi 27 août une descente au centre hospitalier Moncolé dans la commune des Mongafula pour visiter les malades qui ont bénéficié gratuitement les soins de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. En effet, pendant 5 jours, du 22 au 26 août 2022, près de 500 patients sur plus de 1000 cas enregistrés ont subi cette intervention chirurgicale ophtalmologique réalisée par une équipe de médecins venus de l'Espagne en collaboration avec les professionnels de santé congolais. Au nom du gouvernement, vont à l'endroit de la Fondation Baraker et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Par ailleurs, quelques patients guéris ont témoigné à la même occasion leur reconnaissance à la Fondation Christine Bahati et ses partenaires, notamment le gouvernement et la Fondation Elena Baraker. On a bateau, on a la possibilité de faire pour ça l'opération. Parce qu'ailleurs, ça coûte trop cher. Donc je suis d'accord de ce qu'il vient de faire de nous. Vraiment très content et je suis fier de ça. Pour sa part, Cédric Issombe, coordonnateur et porte-parole de la Fondation Christine Bahati, s'est aussi exprimé. Au nom de toute la Fondation, au nom de sa présidente, Madame Liliane Massala, je vous remercie infiniment. Rappelons que la cataracte est une opacification du cristallin d'évolution lente, entraînant une baisse progressive de la vision. Et puis la division provinciale de la Régie des eaux a mis la main sur un présumé voleur de compteurs de robinets. L'homme les emploie pour se procurer clandestinement de l'eau. Il a été jugé lundi devant le tribunal de grande instance de Njili. Son arrestation est un acte à attribuer à la vigilance du directeur provincial de la Régie des eaux en connivence avec le service de sécurité nationale. Appréhendé depuis le 18 août dernier, le présumé voleur de compteurs dans la commune de Njili va devoir passer quelques années derrière le barreau et payer les amendes. Le ministère public a entendu en ses réquisitions, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de vol qualifié, mise à charge du prévenu Longomo Ingulu Peggy. En conséquence, l'on condamne à 7 ans de servitude pénale principale. Ceci doit constituer un exemple à suivre pour toute autre personne qui tenterait de suivre le trace de cet individu qui tenterait un tel mésaventure, souligne le procureur général. Alors, devant le tribunal, je crois que vous avez le prévenu Longomo, qui atteste que les faits tels que présentés par l'organe de la loi, il les rejette. Alors, nous voulons d'abord, avant d'en arriver au fond et présenter la plaidoirie, je voulais d'abord commencer à présenter les moyens, les préalables. Votre nom, Madame le Président, de ce qui précède, il y a lieu de dire que de tels actes ne permettent pas à la Régie des eaux de maximiser ses recettes en vue de fournir une meilleure qualité de travail à la population congolaise. On quitte la capitale pour les provinces à présent. La société civile du Sankourou a dénoncé la mauvaise gestion de l'aide humanitaire allouée aux sinistrés du village Elongé en territoire de Lodja, victimes d'incendie de leur maison. Une assistance apportée par le gouvernement central, mais gérée de manière obscure, hors de toute traçabilité, dit-elle. En date du 22 août 2022 a eu lieu l'émission de l'OPI des fonds alloués à ces sinistrés qui ont été décaissés le 23 août 2022 et mis à la disposition du comptable public du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, geste que nous saluons. L'assistance humanitaire dont porteur remise à l'honorable Jean-Charles Okoto depuis le ministère a été gérée de manière délibérément obscure, hors de toute traçabilité, selon des sources dignes de foi
d'importants montants ont été débloqués au profit des amis des membres du parti politique FPI, du député national Jean-Charles Okoton, pour des motifs non élucidés. La société civile de Sonkourou dénonce la gestion opaque de fonds alloués aux sinistrés du village Elongué, dont les vraies victimes n'en sont pas bénéficiaires. Elle sollicite aussi bien le ministère en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, ainsi que l'inspection générale de finances, à diligenter une enquête à ce sujet. La société civile de Sonkourou rappelle par la même occasion sa démarche au gouvernement central d'étendre son assistance humanitaire en faveur des compatriotes sinistrés d'autres villages, notamment dans le secteur de Vungue et Kondochumbe. Et au Lualaba, plusieurs avenues des quartiers Joli-Cite et Latin sont désormais asphaltées. Les habitations qui étaient autrefois à l'abandon ont acquis de la valeur. Le gouvernement provincial n'entend pas baisser la garde jusqu'à ce que le Lualaba, dans son entièreté, soit doté des infrastructures proportionnelles à sa richesse minérale. La métamorphose de la province du Lualaba, fruit d'un leadership féminin des résultats, ne laisse personne insensible depuis bientôt plus d'une année, à moins que l'on soit aveugle ou daltonien, soit vivre dans un monde où le déferlement de haine est mode de vie. Malgré la campagne farouche de diabolisation menée par le camp de ceux qui ont brillé par une gestion opaque et des détournements à grande échelle des fonds de la province, la gouverneure intérimaire du Lualaba n'a, dès son arrivée à la tête de l'exécutif provincial, ménagé aucun effort pour changer l'image de la province du cobalt en conformité avec la vision politique du président Tshisekedi et redonner sourire aux populations longtemps meurtries par des promesses restées lettres mortes avec des qualificatifs chimériques octroyés à la province. Bref, une véritable inadéquation entre les richesses minières et la vie sociale des Lualabais. La cloche avait donc sonné pour l'autorité provinciale et le domaine des infrastructures a décollé avec une vitesse vertigineuse. Brillant par une gouvernance de proximité et armée d'une détermination sans précédent, Marie-Thérèse Masuka Saini a opéré un véritable miracle en dotant ses administrés des infrastructures dignes d'une capitale mondiale du cobalt. Comparativement aux allégations distillées dans les réseaux sociaux et dans les médias appartenant aux ennemis de l'élan de développement imprimé par la gouverneure Fifi Masuka Saini, des routes sont asphaltées dont la beauté et la durabilité sont en train de galvaniser la carrure d'une bâtisseuse qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire du Lualaba. Les preuves du changement intégral du Lualaba sont éloquentes. Et une conférence de cohésion a été organisée du 26 au 28 août dernier dans le territoire de Kabongo, dans le Haut-Katanga. Elle a été organisée en présence du président national de Boulouba, Ibukata, Dieudonné Banga Mukose. C'était un accueil chaleureux qui lui a été réservé dès son arrivée à l'aérodrome de Kabongo. Aussitôt arrivé, avant de prendre la parole, Dieudonné Banga Mukose, président de Balouba, Ibukata, a tout d'abord procédé à l'investiture de Florentin Kilolo Wakabwende comme son successeur au poste du président national de Kitango, Kia Bene Kabongo. Prenant la parole, le président du BIB a prêché l'unité tout en rendant les hommages au père fondateur de Balouba, Ibukata, dont il est fier aujourd'hui de diriger. Nous avons voulu que cette assemblée se tienne pour la toute première fois sur le sol de nos ancêtres. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'unisson. Durant son séjour à Kabongo, Dieudonné Banga Mukose a profité de l'occasion pour palper du doigt la réalité du vécu quotidien de ses frères et sœurs de Kabongo. Après avoir visité l'hôpital général de référence de la place, où il a pris en charge le facture de tous les malades en passant par le marché central. Le président de BIB a clôturé sa visite à l'Institut Ndaï où il a posé la première pierre et c'est le dimanche 28 août dernier que le président de BIB a mis fin à sa mission dans le territoire de Kabongo tout en étant fier de laisser sa grande famille de Kabongo dans la paix et l'unité.
Le parti politique Avenir du Congo poursuit sa campagne de redynamisation et de fidélisation des militants dans le Haut-Katanga. Christian Kitungwa a, après la commune de la Kenya, mobilisé cette fois ceux de Katuba. Objectif, accorder un nouveau mandat à Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes dans la commune de Katuba et la mobilisation est au rendez-vous. Une campagne de redynamisation lancée par ce cadre du parti Avenir du Congo, Christian Kitungwa. Nous sommes en train de redynamiser le base de l'Avenir du Congo, qui est notre cher parti, et le parti du président Dani Banza. Hier, nous étions à la Kenya. Aujourd'hui, nous sommes à la Katuba pour aller vers les élections et écraser avec la majorité que nous allons donner au chef de l'État parce qu'il en a besoin pour les élections et ainsi la gouvernance après 2023. Une mission qui ne peut s'accomplir que par une adhésion massive de la vision de Dani Banza, suivie de l'implantation de ce parti Avenir du Congo sur toute l'étendue de la RDC. La population est en train de soutenir déjà ici à la Katuba le chef de l'État et nous avons seulement posé la question de savoir à combien de pourcents que cette population de la Katuba va élire le chef de l'État. C'était très clair, ils me l'ont dit, à 100%. Cap vers les élections de 2023, soutient l'actuel président de la République pour un nouveau mandat. La campagne lancée dans le Haut-Katanga connaît déjà une adhésion massive dans la commune de la Kenya et cette fois-ci dans la commune de Katuba. Et la population de Bouendé se dit favorable au tandem. Jean-Pierre Bemba et Willy Bakunga ont vu d'offrir une majorité écrasante à Félix Tshisekedi en 2023. Elle a fait savoir au cours d'un meeting du leader du MLC dans la province de Tchouapa, Christian Kalonji. Équateur, Nord-Ubangui, Sud-Ubangui, Mongala et Tchouapa doivent faire bloc pour vaincre le démon de la division, du sous-développement et de la pauvreté. C'est le message de Jean-Pierre Bemba à la population de Bouendé dans la province de la Tchouapa. Profitant de l'occasion, les fils et filles de Bouendé ont exprimé leur souhait de voir le leader du MLC aux côtés de Willy Bakunga, Willima, pour offrir un nouveau mandat à Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes très contents de recevoir notre leader ici à Bouendé. Nous demandons à Jean-Pierre Bemba de soutenir Willy Bakunga. Nous aimerions le voir ensemble. Nous, les enfants de la Tchouapa, voulons voir Willy Bakunga et Jean-Pierre Bemba ensemble pour permettre au président Tshisekedi de remporter les élections de 2023. Les habitants de Bouendé ont remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir accordé la grâce présidentielle à Willy Bakunga. Son Excellence président de la République, ndenge apesaki grâce présidentielle na somi grand leader ya Tchouapa, honorable Willy Bakunga. Il faut préciser que Jean-Pierre Bemba a, dans sa communication, martelé sur l'importance du programme de développement à la base de 145 territoires à l'intention de la population de Bouendé. Et dans l'actualité africaine à présent, la montée des eaux fait des ravages au Niger. Un spectacle apocalyptique pour plus de 500 communes qui sont désormais sous les eaux. Les dernières pluies diluviennes ont fait au moins 82 morts selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile. Récit de Plamedi Mabaya. Plusieurs pertes en vie humaine, des noyades, des maisons effondrées. Ce sont près de 538 villages touchés par des inondations suite aux pluies exceptionnelles qui sont abattues au Niger depuis la mi-juillet au 29 août dernier. 82 morts selon le bilan publié par les autorités du Niger. Le région de Maradi et des Anders qui ont été les plus impactés respectivement avec 32 et 26 décès. Sur l'ensemble du pays, on décombre ainsi plus de 1200 maisons effondrées, 2 tonnes de vivres emportés par des eaux en furie et plus de 10 000 sinistrés. Par ailleurs, malgré la réhabilitation du dingue du côté de la ville de Niamey et ses environs, l'eau continue de monter sur les fleuves. La côte d'Alette est dépassée avec plus de 540 cm.
Cependant, les populations riveraines sont sommées de quitter les lits et les zones inondables. Et en Russie, Mikhail Gorbatchev sera enterré ce samedi au cimetière de Novodievitchi après une cérémonie d'adieu, a rapporté sa fille Irina. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est décédé mardi 30 août à 91 ans. Il est considéré comme l'homme qui a contribué à l'éclatement de l'Union soviétique. On passe au sport à présent. Justement, la structure Activa Assurance a procédé à la remise des équipements sportifs en soutien à l'équipe de la police nationale congolaise qui participera du 1er au 17 septembre aux Jeux SARPCO en Tanzanie. Organisée par la SADC, cette fête a pour objectif d'entretenir le climat d'amitié et de partage d'expériences entre policiers des pays membres. Rufus Lukanga. Dans sa volonté d'accompagner l'équipe de la police nationale congolaise au jet de l'organisation de coopération régionale des chefs de police d'Afrique australe, qui Activa Assurance RDC a procédé à la remise d'un lot d'équipements sportifs en vue d'une participation honorable du représentant de notre pays. La police nationale et Activa, on a commencé une relation il y a peu, depuis le mois de juillet. Le commissaire général et ses adjoints nous ont permis justement de venir ici au sein de la police pour pouvoir justement présenter nos produits aux policiers. Dans cette lancée-là qu'on s'est dit que non, vraiment avec la police, on devait les accompagner vraiment dans certaines de leurs activités. Et dès qu'ils nous ont parlé justement de cette compétition internationale, ça c'est même encore plus loin que la police. Quand il s'agit de défendre le drapeau, je pense que tout Congolais a le devoir d'accompagner ceux qui vont les défendre. Donc, un lot important de varaises, bottines, survêtements, protège tibia pour ne citer que cela, bénéfique aux 3 disciplines sportives retenues dont football, volleyball et basketball. Je remercie du fond de mon cœur Activa qui a posé un grand geste pour que nous puissions bénéficier de ces équipements. Je vois déjà leur générosité depuis qu'ils ont commencé à nous fréquenter. Nous avons sollicité beaucoup de firmes ici, mais il n'y a jusque-là que Activa qui a répondu. Organisée tous les 2 ans par les chefs des polices membres de la SADC, cette édition d'une période de 15 jours se tiendra au mois de septembre à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et les états généraux des sports sont à leur 2e jour des travaux en panel. Le mercredi, un focus a été fait sur la loi sportive de 2011 et celui en charge de l'évaluation des assises de 2008. Direction Kisantou dans ce reportage. Ce panel conduit par Louis Gaston Bokata a pour mission d'évaluer les états généraux de 2008. Après 2 jours de travaux, certaines zones d'ombre dissipées n'attendent plus que l'exposé en plénière. Les dispositions qui ont été prises en 2008 n'ont pas été vraiment prises en compte. Donc nous les avons réactualisées. Le travail de fond a consisté notamment... On espère que tout ce qu'on a donné comme situation ou difficulté vont pouvoir trouver des résolutions durables et idoines pour que le développement dans notre pays. Dans une ambiance bon enfant, le panel en charge de l'application et amendement de la loi sportive promulguée en 2011, conduit par le professeur Joseph Nwabikwa, a quant à lui abordé l'épineuse question de la durée et nombre des mandats des dirigeants sportifs. Comment concilier les vues des uns et des autres qui aimeraient qu'on maintienne ces mandats-là de 4 ans renouvelables une fois pour préserver les ambitions sur le plan international, il faudra que le mandat soit au-delà de 8 ans. Malgré les divergences, au bout des discussions, les panélistes se sont mis d'accord sur une proposition. Rassure Joseph Ngwabika. Nous avons quand même trouvé une solution médiane et que vous allez connaître lors de la synthèse en plénière. La plénière attendue ce jeudi va certainement accoucher des premières conclusions de ces assises. Et on termine en religion. Des pasteurs, des personnalités et des serviteurs de Dieu venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont pris part à l'école du ministère international 2022 durant 4 jours organisés par le ministère Amen autour du thème « Que le feu de l'onction brûle le cœur ».
En organisant l'école du ministère international, l'apôtre Mutombo vise la maturité et la préparation de l'Église pour son enlèvement. Dans les 2 vacations programmées durant 4 jours, les pasteurs, personnalités et les serviteurs venus de la Colombie, de la Russie, de l'Inde, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, pour ne citer que ce pays, ont bénéficié de riches enseignements autour du thème « Que le feu de l'onction brûle le cœur ». L'apôtre Léon-Paul Mutombo a, au cours de cette rencontre, insisté sur le leadership, l'onction surnaturelle et le ministère. Il y a un mouvement spirituel, mouvement des anges, qui nous ont donné rendez-vous à ce lieu. C'est pourquoi tu as pris l'avion, c'est pourquoi tu as pris le visa, pourquoi tu as laissé l'église de côté, parce que tu es fatigué de faire les choses de la même manière. Prenant part à cette rencontre, le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, s'exprime. L'apôtre Mutombo, qui nous encadre spirituellement, qui ne cesse de prier d'abord pour le pays, ensuite pour la ville, sa ville aussi, donc la ville de Kinshasa. Nous sommes venus également prier avec les Kinoises ici dans son église, et je reviens ici, je reviendrai toujours. Et je demande à Dieu de protéger notre apôtre. Pour le pasteur Ricardo Rodriguez de la Colombie, chaque serviteur doit avoir la provision pour atteindre sa mission. On prend le rappel des titres à présent. Les tout derniers hauts magistrats nommés ont prêté serment ce mercredi devant le président de la République au cours d'une réunion organisée au Palais de la Nation. Et Christophe Lutundula est revenu à la charge au cours d'une réunion de l'UA sur la question de l'agression de la RDC rapportée par les experts de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à l'organisation africaine de faire pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'examen du dit rapport. Et les autorités du Kwilu ont annoncé la suspension du trafic entre Bandundu et Kinshasa sur la route nationale numéro 17, prise pour cible par des hommes armés à la suite des conflits interethniques entre Yaka et Teke à Kwamut. Et en Afrique, au Niger, le bilan des pluies qui s'abattent sur le pays continue de grimper. 82 personnes sont mortes entre juillet et août. Les autorités ont appelé la population à quitter les zones inondables. Fin de ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. L'actualité reste inconnue. Communiqué officiel à tous les occupants des centres et instituts de recherche relevant du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en exécution de la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 18 mars 2022 autorisant les projets relatifs à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Les ministères de la Recherche scientifique et innovation technologique invitent tous les occupants du secrétariat général ainsi que de tous les centres et instituts de recherche de toute la République, notamment l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, l'Institut géographique du Congo, IGC, les centres de recherche en sciences humaines, crèche, les centres de recherche géologiques et minières, CRGM, les centres de recherche agroalimentaires, CRA, Lubumbashi, les centres de recherche en sciences naturelles, CRSN, Luiro, les centres de recherche en hydrobiologique, CRH, Ovira, et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA, à se présenter au secrétariat général à la recherche scientifique et innovation technologique situé au 2e niveau de l'immeuble Kassai, boulevard du 30 juin, place Royale, du 1er au 5 septembre 2022, avec leur titre d'occupation ou contrat de bail à toute fin utile. Ce communiqué vaut un appel au droit et une mise en demeure. Par conséquent, dépasser ces délais et vu l'extrême urgence de l'exécution de la décision du gouvernement pour cause d'utilité publique, il sera procédé par d'autres voies légales
y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation des 10 projets. Communiqué signé Ndambo Mwalanga Odon.